D'habitude, quand on cherche à se repérer dans un espace qu'on ne connaît pas, on s'appuie sur des trucs très concrets. On ouvre une carte, on active un GPS, on cherche des coordonnées précises, genre une latitude, une longitude. Voilà, c'est rassurant parce que c'est purement binaire en fait. C'est ça, soit on sait où l'on est, soit on admet qu'on est complètement perdu, mais au moins on cherche un point physique. Sauf que, il arrive un moment où la géographie physique ne suffit plus du tout pour décrire l'endroit où on se trouve réellement. Ah bah, le problème avec les coordonnées physiques, c'est que notre cerveau est vraiment câblé pour chercher des frontières tangibles, hein. Et quand on bascule dans la cartographie de l'âme, l'angoisse naît justement de l'absence totale de ces fameuses coordonnées. Mmh. On entre dans une géographie de l'intime, un territoire beaucoup plus mouvant, beaucoup plus sombre, où les repères ne sont plus des routes goudronnées, mais vraiment des états émotionnels purs. Et c'est exactement pour essayer de comprendre cette cartographie invisible qu'on est là pour cette exploration aujourd'hui. On a rassemblé une pile de sources assez denses pour ça, des notes d'analyse littéraire, des essais de traduction, et surtout le texte original d'un recueil de poésie sorti en 2023. Oui, un texte vraiment marquant. Ouais. Il s'intitule Débordement de mon être ou Feidimin Dzati dans sa langue originale, écrit par le poète Sidi Abdallah Abrel-Malki. Et donc, notre mission aujourd'hui, ça va être de nous concentrer sur un poème très spécifique, le premier accord, pour comprendre une mécanique très particulière. Hmm. En gros, comment ce poète arrive à articuler un tourment existentiel interne d'une profondeur inouïe avec les tragédies géopolitiques fracassantes du monde extérieur. Et c'est un texte qui ne fait absolument aucune concession. Dès les premières lignes, on n'est pas du tout dans l'introduction douce ou d'un petit spleen passager, hein. Ah non, pas du tout, ouais. L'auteur nous pousse carrément au bord du gouffre. Il décrit une âme complètement disloquée, coincée entre d'un côté la brutalité du quotidien et de l'autre l'exigence spirituelle de son propre esprit. Et la mécanique fondamentale qu'il faut vraiment saisir ici, c'est que le poème n'est pas juste le constat d'une dépression. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus. L'acte d'écrire, qui est forgé par ce qu'il appelle le feu de l'amour et de l'innovation, ça devient en fait l'unique point d'appui pour ne pas sombrer dans le néant. Le poème est l'espace de survie. Ok, alors décortiquons tout ça. Parce que le point de départ de ce voyage intérieur, c'est un paysage qu'on connaît bien, mais qui est utilisé de manière assez terrifiante ici. C'est le désert. Ouais. Le poète nous décrit une immensité où il explique avoir absolument tout perdu, la foi, l'amour, l'amitié. C'est comme si tout glissait entre ses doigts. C'est comme s'il était pris dans une tempête de sable psychologique où tous les repères s'effacent. C'est une super analogie. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant ici, c'est qu'il faut s'arrêter un instant sur cette image du désert, parce qu'Abdelmarki y opère un détournement littéraire assez redoutable. Hmm, Dans la poésie arabe classique, tu sais, le désert, c'est souvent le lieu de la rila, le fameux voyage initiatique. ouais, un espace noble en gros. C'est ça, ouais. Un espace aride, certes, mais très noble, où le poète s'isole pour se purifier, pour trouver des réponses. Mais ici, la mécanique est complètement sabotée. Attends, comment ça a saboté? Parce qu'il parle pourtant d'une sensation d'être ivre et il évoque le labyrinthe des rêves. Ça ressemble quand même vaguement à une forme de transe spirituelle, non? Alors on pourrait le croire au premier abord, oui, mais c'est une ivresse de la privation, pas du tout de l'élévation. Et c'est là qu'intervient le concept arabe du ti. Le ti? Oui, ça désigne l'errance aveugle, la perte absolue de tous les repères. Ce désert-là n'est pas un lieu de révélation, c'est un vide qui dépossède l'homme de son humanité. L'humain y redevient primitif, il est terrifié par l'incertitude. Ah oui, il y a d'ailleurs ce passage très marquant où le poète est au sommet d'une tour et il fixe une simple tache blanche au loin. Exactement. Il y confie tous ses espoirs, tout en avouant qu'il sait très bien que ce désert est aveugle et hostile. C'est fou, il s'accroche délibérément à une illusion d'optique juste pour ne pas devenir fou. C'est ça, la dépossession est totale. Et ce qui m'a vraiment interpellé dans cette première partie, c'est l'apparition soudaine de la montagne. Au milieu de ce désert aride, de cette errance du Tiche, seule la montagne et ses plantes vertes semblent entendre son cri. Mais pourquoi la nature serait-elle la seule consolatrice alors qu'elle incarne elle-même ce désert hostile? Eh bien, c'est une question de constance, en fait. Dans un esprit qui est complètement en proie aux tiges, où les émotions fluctuent, où les illusions, comme cette fameuse tache blanche, se dérobent tout le temps, la montagne, elle représente la seule masse inamovible. Elle est solide.
Voilà, elle ne ment pas. Les bras affectueux des plantes vertes, comme il dit, offrent une espèce d'empathie silencieuse. Le poète se sent étranger à lui-même, il vit une aliénation profonde. Donc la roche devient le seul ancrage possible quand on ne peut même plus faire confiance à sa propre perception du réel. Ouais, je vois. Mais alors, attention, parce qu'il y a une rupture, mais vraiment incroyable juste après ça. On baigne dans cette introspection solitaire, presque minérale avec la montagne, et là, bam, d'une ligne à l'autre, on se prend un mur de béton. Ouais, le changement d'échelle. Voilà, voici où ça devient vraiment intéressant. Le poème zappe soudainement sur des villes modernes en train de s'effondrer. On passe d'un homme seul dans le désert à des bulldozers. Le mal-être interne a l'air de déborder pour englober la destruction de ce monde urbain hyper bruyant. Le béton des villes modernes, est-ce que c'est devenu le nouveau désert de l'âme? Alors ça, c'est la clé de voûte de l'œuvre, tu as tout à fait raison de le formuler comme ça. On passe vraiment de la désolation psychologique microscopique à la désolation historique macroscopique. Et le poète met en place un contraste temporel très, très violent. Hmm. D'un côté, il évoque un temps mythique, un temps sacré, une époque où il croyait encore aux visions prophétiques, tu vois, où il pensait carrément pouvoir changer l'histoire par ce qu'il appelle le djihad des saints et des martyrs. Ouais, il liste d'ailleurs une série de dons divins majestueux accordés à cette région du monde. Il parle de la Kaaba, d'Al-Quds, donc Jérusalem, de l'or noir, des palmeraies luxuriantes, la foi originelle, le messager, le Coran. Enfin, c'est un héritage d'une richesse culturelle et spirituelle inouïe. Absolument. Et pourtant, quand on regarde les villes d'aujourd'hui dans le poème, on n'y trouve plus qu'une foule armée de fer et de bulldozers. La fameuse clameur de la liberté s'est transformée en une espèce de cacophonie de futilité. Et c'est tentant de dire que le béton est le nouveau désert, mais en réalité, c'est encore plus sombre que ça. Ah ouais? Ouais, parce que le désert de sable du début, il était aveugle et hostile, certes, mais par nature, quoi. Il était indifférent. Alors que le béton des villes endeuillées, lui, il est chargé d'une violence humaine intentionnelle. C'est voulu. Exactement. L'âme des villes n'a pas juste disparu toute seule. Elle a été remplacée par des foules armées, par des luttes de pouvoir incessantes. Le poète ne fait plus face à la force des éléments, il fait face à la désillusion de sa propre génération qui pensait écrire l'histoire et qui se retrouve juste impuissante, spectatrice du désastre. Ouais. Et d'ailleurs, cette violence humaine intentionnelle, le poète lui donne une forme géométrique bien précise quelques vers plus loin. Il utilise vraiment la géopolitique réelle pour asseoir son allégorie. Il mentionne explicitement Rafah et Beit Hanoun. Oui. Et il les décrit comme des pièges refermés sur les révolutionnaires. Alors, si on relie ça au contexte global de l'œuvre et qu'on l'analyse strictement, d'un point de vue littéraire et thématique, l'utilisation de ces lieux géographiques réels, ça sert surtout de point d'ancrage pour explorer une notion beaucoup plus universelle, qui est l'enfermement. L'enfermement, ouais. Et pour matérialiser cet enfermement, il introduit la figure du mur, avec un grand M. Mais observe bien la grammaire qu'il utilise. Ce mur n'est pas juste un tas de parpaings passifs. Ah ben non, clairement pas. C'est un prédateur. C'est ce qui m'a choqué à la lecture. Il lui prête des intentions presque meurtrières. Le poète dit que ce mur s'étend de lui-même, qu'il étouffe, qu'il écrase les oliviers et les pierres. Il emploie carrément le verbe assassiner pour dire que le mur tue la vie, l'eau, le ciel. Ouais. En un monstre mythologique comme ça. Parce que ce mur physique devient la manifestation matérielle ultime du Tish, le fameux labyrinthe dont on parlait tout à l'heure. Ah, je vois le lien. Quand on construit un mur qui assassine l'eau et le ciel, on ne coupe pas juste une route physique, on mutile carrément l'horizon mental d'un peuple. C'est une exploration littéraire de la suffocation collective. Le poète, qui se définit lui-même comme un errant venu de la péninsule arabique, voit dans ce mur l'étoussement définitif des idéaux. C'est pour ça qu'il y oppose un refus viscéral de ce qu'il appelle l'humiliation du départ. Il refuse de partir. C'est puissant, ouais. Et c'est là qu'il pose cette phrase comme un verdict. Palestine, tu es ma boussole. Au milieu de ce désert intérieur et face à ce mur mouvant qui écrase tout, il fait de ce territoire son seul point fixe. C'est ça. Et sur le plan psychologique, cette boussole n'a même plus besoin d'indiquer un lieu où on peut se rendre physiquement, puisque de toute façon le mur bloque le passage. Hmm. Elle indique une direction morale. Face à l'effondrement de tout le reste, la cause palestinienne devient la seule armature qui empêche l'âme du poète de se disloquer totalement. Le drame de l'exil collectif fusionne avec son propre exil intérieur. Mais ce qui est dingue, c'est que alors qu'on navigue à cette échelle
titanesque. Je veux dire, on parle de l'histoire avec un grand H, de lieux saints millénaires, de murs infranchissables. Qui se venge? Le poème opère un zoom arrière foudroyant, enfin plutôt un zoom microscopique d'ailleurs. Ouais. On parlait de bulldozer, et soudain, on se retrouve face à des mères qui nourrissent les échos avec leurs larmes. On a cette image poignante d'une femme qui veille sur son enfant malade, dont le seul horizon est de chasser des mouches indifférentes en chantant une petite chanson répétitive. C'est hyper visuel, c'est presque cinématographique comme contraste. Et c'est surtout un procédé littéraire d'une ironie tragique. Hmm. En gros, le poète nous dit « Regardez toutes ces grandes idéologies, écoutez le fracas des armes et les grands discours géopolitiques, tout ça échoue pitoyablement face à la seule chose qui compte vraiment, la maladie et la pauvreté, symbolisées par cette mouche qui harcèle un enfant innocent. » Ça me fait penser au syndrome du tableau de bord cassé. Tu sais, l'analogie où le moteur d'un avion est en feu, l'appareil chute en vrille, et le pilote, sachant qu'il ne peut absolument plus rien faire, il se met à nettoyer obsessionnellement la poussière sur le petit bouton de la climatisation. Ah oui, c'est une excellente métaphore. L'esprit se réfugie dans l'infiniment petit pour ne pas exploser face à l'immensité du désastre. Ici, à l'extérieur du poème, le crépuscule est caché par une fumée noire, il y a un oiseau blessé sur le bord de la route, mais cette mère se concentre uniquement sur sa tapette à mouches. C'est exactement ça. C'est l'analogie parfaite de l'impuissance. La mouche qui refuse de partir, c'est le symbole implacable de cette misère intime. Face au bruit assourdissant des armes, les véritables victimes, ce sont ces innocents dans leur quotidien. Le poète ramène les grandes tragédies historiques à leur conséquence la plus triviale, mais la plus destructrice. Ouais. Et ce contraste rend l'atmosphère tellement suffocante qu'on en arrive, presque logiquement, à la conclusion philosophique du poème. Après avoir erré dans ce labyrinthe, après avoir regardé le béton remplacer le sable et pleuré avec cette mer, le poète s'en va. Hmm. Il se décrit tout seul au volant d'une voiture, en train de rouler sur une autoroute solitaire, fuyant vers l'horizon. C'est une forme de fuite par rapport à la désillusion du monde. C'est l'effondrement définitif de ce qu'il nomme l'ère des mythes et des croyances grandioses. Il a compris que le monde est maintenant régenté par des rapports de force complètement bruts. Donc la conduite sur cette autoroute n'est pas juste une fuite géographique, hein. C'est vraiment un exil volontaire hors du monde des hommes. Mais les images qu'il utilise pour ce trajet sur l'autoroute, elles n'ont plus rien de réaliste. Il scrute le fond cramoisi de la campagne, puis il lève les yeux au ciel et décrit les étoiles brillantes comme, je cite, des fruits de mer d'une ville blanche, loin de la moisissure. Ouais, Des fruits de mer accrochés dans les étoiles. ouais. Et l'allégorie craque complètement, là. On quitte la réalité pour entrer dans une sorte d'hallucination, non? Alors on n'entre pas dans l'hallucination, on entre dans la poésie pure comme mécanisme de survie. Ah, La moisissure dont il parle, c'est le monde d'en bas. C'est celui des murs de béton, des guerres et des mouches sur l'enfant malade. Alors que la ville blanche, avec ses étoiles perçues comme des trésors marins célestes, c'est le dernier territoire vierge. L'imaginaire au-delà des frontières. ok, je comprends mieux. Mais là, au milieu de cette fuite surréaliste en voiture, il cite carrément Arthur Rimbaud. Attends, Rimbaud, quel est le rapport? On a un poème sur les bulldozers au Moyen-Orient, sur la Kaaba, l'agonie des villes, et d'un coup, on invoque ce poète français du 19e siècle. Quel est le lien entre les deux? Le lien, il est très profond. C'est l'archétype du poète en rupture de banc. Abdelmalki mentionne le chemin courbé de Pierre et Minet de Rimbaud, un chemin qui sème le désespoir. Hmm. Agaraba, c'est celui qui a compris que la société de son époque est irrécupérable et qui a préféré la fuite vers ses propres déserts. Abdelmaliki convoque Rimbaud pour valider sa propre démarche. Et c'est là qu'il introduit le concept vraiment clé de Garaba. La Garaba. C'est l'étrangeté, c'est ça? Oui, mais pas l'étrangeté au sens d'être un peu original ou bizarre, hein. La Garaba, c'est un sentiment d'éloignement ontologique très lourd. C'est se sentir foncièrement étranger au monde, à son époque, et même à soi-même. Ouais, une aliénation totale. Voilà. Le poète affirme qu'il résiste seul au milieu, uniquement par fidélité à cette fameuse étrangeté qu'il habite. Et c'est précisément parce qu'il accepte ce statut d'étranger total que se produit le débordement de son être, le fade, qui donne son titre au recueil. Donc, puisqu'il ne peut ni abattre le mur de béton avec ses mains, ni chasser la maladie incarnée par la mouche,
il fait déborder son âme, mais attends, est-ce qu'on doit voir ce poète seul sur son autoroute comme une forme de résignation ou est-ce une victoire? C'est la définition même d'une victoire tragique. Pour synthétiser, la réalité a prouvé son implacabilité. La nature, les murs, la guerre, tout ça dicte sa loi. Il est devenu impossible de gagner sur le terrain du réel. Donc, la seule rébellion qui reste, c'est de refuser que cette moisissure du monde n'infecte l'esprit. C'est beau. En embrassant Sagaraba, son statut d'étranger, il sauvegarde un espace inviolable. Il ne capitule pas devant le monde, il s'en extrait juste pour protéger son âme créatrice. Eh ben alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous? Le voyage épique que nous propose ce premier accord est tout bonnement vertigineux. Si on résume un peu, on commence par perdre toutes nos coordonnées dans un désert intérieur terrifiant, Ouais. puis la violence de l'histoire nous rattrape, on voit des villes perdre leur âme, on se heurte à des murs qui cherchent à tuer l'horizon géopolitique, on s'arrête un instant déchirant pour réaliser l'impuissance face à la maladie du quotidien, et on finit sur le siège d'une voiture à observer un ciel surréaliste, loin du bruit des hommes. C'est vraiment le cheminement cathartique d'une conscience qui refuse de mourir avec son époque, en fait. Et ça démontre de façon magistrale que lorsque la géographie du monde extérieur devient invivable, l'urgence absolue, c'est de redessiner sa propre géographie intérieure, même si ça fait mal. Et tout ça soulève vraiment une réflexion fascinante pour ceux qui écoutent notre discussion aujourd'hui. Dans le poème, on l'a vu, le poète ne trouve véritablement son essence que dans la prieure, face à la constance de la montagne, et ultimement dans cette acceptation radicale de sa propre étrangeté, de son isolement. Hmm. Et aujourd'hui, on baigne dans un monde hyper connecté, bruyant, régi par des flux d'informations constants, un monde qui ressemble finalement furieusement aux villes tumultueuses décrites dans le texte. On peut légitimement se demander, et je laisse ça à notre audience, dans ce vacarme qui menace perpétuellement d'écraser notre individualité, se pourrait-il que cultiver notre propre étrangeté, notre solitude, soit devenu la seule véritable forme de résistance face à la perte de sens? C'est une réflexion qu'on laisse en suspens pour continuer le voyage intérieur après l'écoute.